Salut amis de la Terre. Aujourd'hui je vais vous raconter une histoire, c'est l'histoire d'Olaf Johnson et son père qui ont vécu 2 ans dans la Terre intérieure. Donc ils ont pu explorer une bonne partie des villes et voir quelques-uns des peuples qui y vivent. Le texte, qui est la modeste traduction d'un amateur du livre, The Smoking God, de l'écrivain nord-américain Willis George Emerson, cet ouvrage paru en 1908, n'a, à notre connaissance, jamais été traduit en français, et vu le caractère extraordinaire du récit, je me permets donc, sans demander aux ayants droit leur autorisation, de vous présenter l'essentiel. Mais il appartient à tout éditeur sérieux de rechercher ses ayants droit et de leur proposer une traduction plus professionnelle digne de figurer dans les annales de littérature fantastique, voire même dans les livres d'histoire, comme par exemple les livres de Jules Verne. Notons, pour terminer, que nous avons découvert un autre texte de 17 pages dans l'ouvrage Voyage au pays de nulle part, publié par Robert Laffont de mars 1990, où l'on trouve un voyage semblable à celui d'Olaf Johnson, décrivant le passage du pôle arctique au pôle antarctique à l'intérieur de la Terre par un auteur anonyme de 1780. Mais il y a aussi Piri Reis, les gars, Platon, moi-même, l'amiral Byrd, et j'en passe. Énormément, en fait, de gens y sont allés, sauf que voilà, on préfère garder ceci secret parce que sur Terre, à la surface, les gens sont beaucoup trop agressifs. Et le problème, c'est qu'ils détruisent tout. Donc tant qu'ils ne sont pas tous alignés, ça risque de ne pas le faire. Comme vous l'avez vu dans la vidéo précédente, je vous ai expliqué les bases. Le dieu qui fume. Voyage à l'intérieur de la Terre. Il est le dieu qui demeure au centre, au noyau de la Terre. Il est à l'origine des religions de toute l'humanité. Platon. L'histoire d'Olaf Johnson. Mon nom est Olaf Johnson. Je suis un Norvégien. Bien que je sois né dans la petite ville russe de marin d'Ulborg, sur la côte orientale du golfe de Bothnia, le bras nord de la mer Baltique. Mes parents étaient en croisière de pêche dans le golfe de Bothnia et ont habité cette ville russe d'Ulborg au moment de ma naissance, le 27 octobre 1811. Mon père, Jim Johnson, est né à Roldwing, sur la côte scandinave, près des îles Lofoten. Mais après son mariage, il installa sa maison à Stockholm parce que ma mère et sa famille y résidaient. Quand j'ai atteint mes 7 ans, j'ai commencé à accompagner mon père lors de ses tournées de pêche le long de la côte scandinave. Très jeune, je fis montre de mon aptitude pour les livres. À l'âge de 9 ans, j'ai été placé dans une école privée à Stockholm, où je demeurai jusqu'à l'âge de 14 ans. Ensuite, j'ai suivi mon père régulièrement dans toutes ses tournées et ses périples de pêche. Mon père mesurait bien 6,3 pieds de haut, ce qui avoisinait à peu près 1,90 m. Il pesait plus de 15 tonnes, ce qui est équivalent à environ 95 kg. Un typique scandinave, bon teint, ayant une vie des plus rudes et capable de plus d'endurance, à ma plus grande connaissance qu'aucun autre homme. Il possédait la douceur d'une femme dans et pour toutes les petites choses de la vie, et cependant sa détermination et sa volonté étaient indescriptibles. Sa volonté n'admettait aucune défaite. J'avais 19 ans quand nous avons entrepris ce qui s'est avéré notre dernier voyage en tant que pêcheur et qui a abouti à l'histoire étrange qui devrait être révélée au monde, mais pas avant que je sois arrivé à la fin de mon pèlerinage terrestre. Je n'ose pas permettre que les faits que je connais soient publiés de mon vivant, par crainte que subisse davantage l'humiliation d'emprisonnement et de souffrance. Tout d'abord, j'ai été mis dans les fers par le capitaine du navire baleinier qui m'avait sauvé, pour la seule raison que je lui avais parlé des merveilleuses découvertes faites par mon père et moi-même. Moi, j'étais loin d'être arrivé à la fin de mes tortures. Après 4 ans et 8 mois d'absence, j'ai atteint Stockholm pour constater seulement que ma mère était décédée l'année précédente et que le propriétaire avait laissé par mes parents à la famille de ma mère, qui m'a été rendue immédiatement, ma maison bien sûr.
Tout aurait pu bien continuer ainsi si j'avais effacé de ma mémoire l'histoire de notre aventure et de la mort épouvantable de mon père. Finalement, un jour, j'ai raconté l'histoire en détail à mon oncle, Gustave Holsterling, un ayant de considérables biens et que je l'ai pressé d'organiser une expédition pour moi afin de réaliser un autre voyage vers la terre étrange. D'abord, j'ai pensé qu'il favorisait mon projet. Il semblait intéressé et m'a invité à présenter devant certains fonctionnaires et à leur expliquer, comme je l'avais fait pour lui, l'histoire de nos voyages et de nos découvertes. Imaginez ma déception et mon horreur quand, sur la conclusion de mon récit, certains papiers ont été signés par mon oncle et sans avertissement, je me suis trouvé arrêté et bien vite sous l'effet d'un lugubre et épouvantable emprisonnement dans un asile de fous où je suis resté pendant 28 ans. Années de longues et ennuyeuses, affreuses souffrances. Je n'ai jamais cessé d'affirmer que j'étais sain d'esprit et de protester contre l'injustice de mon emprisonnement. Finalement, le 17 octobre 1862, je fus libéré. Mon oncle était mort et ses amis mes amis de jeunesse étaient maintenant des étrangers. En effet, un homme qui a plus de 50 ans, dont la seule information que l'on connaisse de lui concerne un fou, n'a aucun ami. Je fus embarrassé pour savoir comment gagner ma vie. Mais instinctivement, je me tournai vers le port où les nombreuses barques de pêche étaient ancrées et dans l'espace d'une semaine, je m'embarquai avec un pêcheur par le nom d'Ian Hanson qui commençait une longue croisière de pêche aux îles Lofoten. À ce moment-là, mes précédentes années où j'avais tant bourlingué m'ont été d'un très grand avantage, spécialement pour affirmer mon utilité. Ce ne fut pas seulement le commencement d'autres voyages, mais par une frugale économie, je fus en quelques années capable de posséder mon propre bateau de pêche. Pendant 27 ans par la suite, j'ai parcouru mer comme pêcheur, pendant 5 ans travaillant pour d'autres et les 22 années derrière moi, idem. Pendant toutes ces années, j'étudiais avec diligence un maximum de livres, aussi bien qu'un dur ouvrier à mon affaire, mais j'ai pris grand soin de ne mentionner à personne l'histoire concernant les découvertes faites par mon père et moi-même. Mais à ce dernier jour, j'aurais peur de savoir que quelqu'un ait pu voir ou connaître les choses que je suis en train d'écrire. Et les notes et les cartes que je garde par-dessus moi quand mes jours sur Terre seront terminés. Je laisserai des cartes et des notes qui éclaireront, j'espère, utilement l'humanité. En souvenir de mon long emprisonnement avec des maniaques, de toute l'angoisse horrible et les souffrances subites, sont trop vives pour donner une autre chance à une arrestation. En 1889, j'ai vendu plusieurs de mes barques de pêche et j'ai constaté que j'avais accumulé une fortune tout à fait suffisante de m'entretenir le reste de ma vie. Et je suis alors venu en Amérique. Donc on peut le voir au niveau de Batavia. Pendant une douzaine d'années, mon habitation fut dans l'Illinois, près de Batavia, où j'ai réuni la plupart des livres de ma présente bibliothèque, quoiqu'y ait apporté beaucoup de volumes de choix de Stockholm. Plus tard, je suis venu à Los Angeles, en arrivant le 14 mars 1900. Je me rappelle bien de la date, car c'était le deuxième jour d'inauguration de M. McKinley, le président. J'ai acheté cette humble demeure et ici, dans l'intimité de mon propre domicile, abrité par ma propre vigne et mes figuiers, avec mes livres autour de moi, j'ai entrepris de faire des cartes et des dessins des nouveaux pays que nous avions découverts et aussi d'écrire l'histoire en détail du temps où mon père et moi avions quitté Stockholm, jusqu'à l'événement tragique qui nous a séparés dans l'océan Antarctique. Je me rappelle bien, nous avons quitté Stockholm dans un petit sloop de pêche, le 3e jour d'avril 1829, et nous avons navigué au sud, laissant les îles Gotham à gauche et l'île de Hoedland à droite. Quelques jours plus tard, nous avons doublé le point de Sandomar, et nous avons emprunté le détroit qui sépare le Danemark de la côte scandinave. En temps voulu, nous avons fait escale dans la ville de Kristiansand, où nous sommes reposés 2 jours et ensuite nous sommes repartis le long de la côte scandinave vers l'ouest, en nous dirigeant vers les îles Lofoten. Mon père était d'esprit très gai.
en raison des excellentes et satisfaisants bénéfices qu'il avait obtenus lors de notre dernière pêche et qu'il avait commercialisées à Stockholm, au lieu de les vendre dans une petite ville marine le long de la côte scandinave. Il a été particulièrement heureux avec la vente de quelques défenses d'ivoire qu'il avait trouvées sur la côte ouest de la terre de Franz Joseph pendant une de ses croisières du Nord. L'année précédente, il avait exprimé l'espoir que cette fois nous pourrions de nouveau être assez chanceux de charger notre petit sloop de pêche d'ivoire au lieu de morues, harengs, maquereaux et saumons. Nous fîmes escale à Amfest, qui est à 71 degrés 40 latitude nord, pour nous reposer quelques jours. Nous y sommes restés une semaine et nous fîmes des provisions supplémentaires et avec plusieurs tonneaux d'eau potable, et nous avons ensuite navigué vers le Spitzberg. Pendant les quelques premiers jours, nous avions une mer libre et un vent favorable, et ensuite nous avons rencontré beaucoup de glace, beaucoup d'icebergs. Un navire aussi large que notre petit sloop de pêche ne pouvait pas probablement trouver sa route parmi les labyrinthes d'icebergs où se serrent dans les canaux à peine ouverts. Ces montagnes d'icebergs se présentaient en une succession infinie de palais de cristal, de cathédrales massives et de chaînes de montagnes fantastiques, sinistres, et pareilles à des sentinelles immobiles, comme quelques falaises imposantes en roches solidifiées, se dressant silencieusement comme un sphinx et résistant aux vagues agitées d'une mer mouvementée. Après avoir échappé de justesse à de nombreux accidents, nous sommes parvenus au Spitzberg le 23e jour de juin, et nous avons jeté l'ancre à la baie de Wijad pendant un court temps, où nous avons eu main très heureuse pour notre pêche. Nous avons alors levé l'ancre et nous avons traversé le détroit de Inloppen et navigué le long de la côte de la terre du Nord-Est. On doit se rappeler que les André amorça son fatal voyage en ballon à partir de la côte nord-sud-ouest. Un vent fort nous a abordés, venant du sud-ouest, et mon père dit que nous ferions mieux d'en profiter et d'essayer d'atteindre la terre de Franz Joseph, où l'année précédente il avait par accident trouvé les défenses d'ivoire qui lui avaient rapporté un si bon prix à Stockholm. Jamais auparavant depuis, je n'avais vu tant d'oiseaux de mer qui étaient si nombreux et qu'ils cachaient les rochers du littoral, qu'ils obscurcissaient le ciel. Pendant plusieurs jours, nous avons navigué le long de la côte rocheuse de la terre de Franz Joseph, et finalement un vent favorable nous a poussés vers la côte ouest. Et après avoir navigué à la voile 24 heures, nous sommes arrivés à un magnifique petit bras de mer. On aurait pu à peine croire que c'était là, la lointaine terre du nord. L'endroit était vert, avec une croissante végétation, et bien que la zone ne représentait pas plus qu'un ou deux acres, l'air était cependant chaud et tranquille. Ce point aurait été le lieu de l'influence du Gulf Stream, se fait le plus profondément sentir. Sir John Barrow, Bird FRS, dans son ouvrage intitulé « Découverte à la recherche de voyages dans les régions arctiques », dit à la page 57 « McBeechay se réfère à ce qui était fréquemment trouvé et noté. La douceur de la température sur la côte occidentale du Spitzberg est devenue là atténuée et ne nous présente aucune sensation de froid, bien que le thermomètre puisse être seulement à quelques degrés au-dessus du point de congélation. L'effet brillant de vif et d'un jour clair, quand le soleil brille plus avant au travers d'un ciel pur, d'une teinte azurée et intense que l'on n'y trouve aucun parallèle, même dans les célèbres ciels italiens. Sur la côte est, il y avait de nombreux icebergs, bien que l'on soit ici dans une eau libre. Loin vers l'ouest, cependant, on voyait des blocs de glace toujours plus au loin. Vers l'ouest apparaissaient en forme de chaîne de basses collines de glace. Devant nous et directement au nord s'étendait une mer libre. « Adieu, soleil !» s'écria-t-il. « Disparais, astre radieux ! Couche-toi sous cette mer libre et laisse une nuit de 6 mois étendre ses ombres sur mon nouveau domaine. » Jules Verne. Le capitaine Kane, à la page 229, citant le journal de Morton, le 26 décembre, dit « Aussi loin que je pourrais le voir, les passages ouverts étaient larges ou moins de 15 milles.
avec parfois des miettes de glace les séparant, mais c'était partout de la petite glace qui vient soit de l'espace libre du nord, soit des glaces qui s'effritent et coulent pour disparaître totalement, plus avant vers le nord. Mon père était un ardent adepte d'Odin et Thor, me disait fréquemment qu'ils étaient des dieux qui sont venus de loin au-delà du vent des Nords. Mon père expliquait selon une tradition qui dit qu'il existait alors, plus ou moins loin du nord, des terres plus belles que tout ce que tout homme n'aurait jamais connu, habitées par des peuples élus. Nous trouvons la chose suivante dans Mythologie Allemagne, page 778. Sous la plume de Jacob Grimm, alors les fils de Bor construisent au milieu de l'univers la ville appelée Asgard, où demeurent les dieux et leurs semblables, de ce lieu. Ils se mirent au point tant de choses merveilles, et sur la terre, dans les cieux, au-dessus, il y a dans cette ville une place appelée Ichlaf. Et quand Odin est assis là sur son trône élevé, il veille sur le monde entier et discerne toutes les actions humaines. Ces cartes authentiques, je vous laisse deviner d'où elles viennent. Ma jeune imagination a été stimulée par l'ardeur et le zèle et la ferveur religieuse de mon père, et je me suis exclamé « Pourquoi ne pas naviguer vers cette terre gracieuse ? Le ciel est juste, le vent favorable, et la mer est ouverte. » Même maintenant, je peux voir l'expression surprise et agréable de sa mine, quand il s'est tourné vers moi et m'a dit « Mon fils, désires-tu aller explorer avec moi l'au-delà où l'homme ne s'est jamais aventuré ?» J'ai répondu « Affirmativement, très bien !» répondit-il. « Qu'Odin nous protège !» et ajuste rapidement les voiles. Il a jeté un coup d'œil à notre boussole, a tourné la proue à droite dans la direction du nord et à travers une voie libre, notre voyage commença. Hall écrit à la page 228, le 23 janvier, les deux équinots, accompagnés par 2 marins, sont allés au cap Luton. Ils ont annoncé avoir rencontré une mer d'eau libre qui s'étendait aussi loin que l'œil pouvait scruter. Le soleil était bas sur l'horizon, comme il pouvait l'être encore en ce tout début de l'été. En effet, nous avions presque 4 mois d'avance avant que la nuit polaire n'arrive à nouveau. Notre petit sloop de pêche a bondi en avant, comme s'il désirait ardemment se lancer comme nous-mêmes dans l'aventure. 36 heures après, nous étions hors de vue de l'extrême pointe nord du littoral de la terre de Frank Joseph. Un courant fort se dirigeait le nord par le nord-ouest semblait nous transporter. Loin à droite et à gauche de nous s'étalaient des icebergs, mais notre petit sloop a dû longer d'étroits passages et des couloirs si fins à certains endroits que si notre embarcation n'avait pas été de forme réduite, nous n'aurions jamais pu passer. Le 3e jour, nous sommes arrivés à une île. Ses rivages étaient baignés par une mer libre. Là, mon père décida de faire pause et de partir en exploration pendant un jour. Cette nouvelle terre était privée de bois et de construction, mais nous y avons trouvé une grande accumulation de bois rejeté par la mer sur le rivage du nord. Certains des troncs des arbres mesuraient près de 12 mètres de long et 60 cm de large. Après avoir exploré pendant un jour le littoral de cette île, nous avons levé l'ancre et tourné notre proue vers le nord en direction de la mer libre. Dr. Kane dit à la page 379 de son ouvrage « Je ne peux pas imaginer ce que devient la glace. Un courant si fort survint constamment le nord. Mais à l'altitude des plus de 500 pieds, 152 mètres, j'ai vu seulement une bande étroite de glace avec les grands espaces d'eau libre de 10 à 15 milles dans la largeur entre eux. Cette glace doit donc ou aller vers un espace libre au nord ou se dissoudre. Je me rappelle que ni mon père ni moi-même n'avions rien mangé pendant presque 30 heures. Peut-être cela était dû à la tension et à l'excitation de notre voyage étrange dans le plus lointain des pays, des eaux du Nord, où d'après mon père, personne ne s'était jamais aventuré auparavant.
Notre pouvoir de suggestion avait calmé notre appétit physique. À la place d'un froid intense comme nous l'aurions prévu, il faisait vraiment plus chaud. Et bien plus agréable que dans les régions de Hamfist sur la côte nord de la Norvège. Il y avait environ 6 semaines de cela. Nous admîmes, tous les deux, franchement, avoir eu très faim, et immédiatement j'ai préparé un repas substantiel grâce à notre garde à manger bien pourvue. Après nous soyons copieusement restaurés, j'ai dit à mon père, je sentais venir le sommeil et que j'allais m'endormir. Très bien, m'a-t-il répondu. Je monterai la garde. Je n'ai aucune façon de déterminer combien de temps j'ai dormi. Je sais seulement que j'ai été brutalement éveillé par secousse épouvantable du sloop. Je fus surpris alors de découvrir que mon père dormait profondément. Je me hurlai pour le réveiller, et il se mit rapidement debout. En effet, il n'avait pas saisi immédiatement le bastingage. Il aurait certainement été projeté dans les vagues par-dessus bord. Une tempête de neige féroce faisait passage. Le vent était directement sur l'arrière, poussant notre sloop à une vitesse énorme et menaçant à chaque moment de nous renverser. Il n'y avait pas de temps à perdre, les voiles devaient être affalées. Immédiatement. Notre bateau se tordait dans des convulsions, pardon. Quelques icebergs que nous connaissions nous côtoyaient de part et d'autre. Et heureusement, le canal s'ouvrit à l'horizon. De gauche à droite s'étalait un vaporeux brouillard ou brume, parfois noir comme la nuit égyptienne au bord de l'eau et parfois blanc comme un haut nuage de vapeur. Ce que l'on perd finalement de vue alors qu'il se confond avec les grands flocons blancs de neige tombante. Il n'y avait aucun moyen de déterminer s'il couvrait un traître d'iceberg ou quelque obstacle caché contre lequel notre petit sloop se briserait et nous précipitant dans une tombe liquide où il s'était simplement la manifestation d'un brouillard arctique. Par quel miracle avons-nous échappé à une suprême destruction? Je ne saurais le dire. Je me souviens, notre petite embarcation a grincé et a gémi comme si ses joints se cassaient. Elle a balancé et chancelé d'avant en arrière, comme si elle avait été saisie par quelque féroce courant sous-marin tourbillonnant ou quelque vortex. Heureusement, notre boussole avait été fixée par de longues vis à travers une traverse. La plupart de nos provisions, cependant, furent éjectées et expulsées du pont des marchandises, et si nous n'avions pas pris la précaution, dès le début même, de nous attacher fermement au mât du sloop, nous aurions été balayés par-dessus bord par les flots déchaînés. Au-dessus du tumulte assourdissant, les vagues qui faisaient rage, j'ai entendu la voix de mon père disant « Sois courageux, mon fils !» Puis il a hurlé « Odin est le dieu des eaux, le compagnon du courageux, il est avec nous, n'aie pas peur. » Un moyen semblait n'exister pour nous. Aucun moyen d'échapper à une mort terrible et horrible. Le petit sloop fondait l'eau, la neige tombait abondamment, qu'elle nous aveuglait littéralement et que les vagues talonnaient et précipitaient contre les quelques blocs de glace à la dérive. L'énorme houle nous soulevait jusqu'au sommet même des colossales vagues, puis nous précipitait dans des profondeurs de lueurs creux, comme si notre sloop de pêche était une coquille fragile. Des vagues gigantesques d'une blancheur inimaginable se dressaient comme des murs véritables, une clôture de l'avant à l'arrière. Cette épouvantable épreuve, exaspérant par mes innommables horreurs en forme de suspense, et d'indescriptible agonisante peur dura plus de 3 heures, et cependant, tout ce temps, ce fut la fuite en avant et à grande vitesse.
Alors soudainement, comme s'il s'était lassé de ses efforts frénétiques, le vent commença à diminuer, diminuer sa fureur, puis disparut progressivement. Finalement, ce fut le calme parfait. Le brouillard avait lui aussi disparu. Et en avant, nous s'étendait un couloir sans glace, peut-être 10 ou 15 milles de largeur, avec quelques icebergs loin à notre droite et un archipel clairsemé de plus petits sur notre gauche. J'observais attentivement mon père, en décidant de rester silencieux jusqu'à ce qu'il prenne la parole. Sur le moment, il déliait le cordage de sa taille et sans dire un mot, il a commencé à faire travailler les pompes qui ne furent pas heureusement endommagées, allégeant le sloop de l'eau qu'il avait accumulée dans les tempêtes en furie. Il a largué les voiles du sloop, aussi calmement qu'il aurait lancé son filet de pêche, et ensuite il fit remarquer que nous étions prêts pour recevoir le vent favorable dès qu'il se lèverait. Son courage et sa constance étaient vraiment remarquables. Après inspection, nous avons constaté que le tiers de nos provisions était encore à disposition. Mais notre inquiétude fut très forte quand nous avons découvert que nos tonneaux d'eau avaient été précipités par-dessus bord pendant les plongées violentes de notre bateau. 2 de nos tonneaux d'eau étaient dans la cale principale, mais tous 2 étaient vides. Nous avions une suffisante provision d'alimentation, mais aucune eau douce. Je réalisais alors immédiatement les caractères effroyables, dramatiques de la situation sur le moment. Je fus saisi d'une soif dévorante. « C'est en vérité très alarmant, » a remarqué mon père. « Cependant, faisons sécher nos vêtements débraillés, car nous sommes trempés jusqu'à l'os. Aie confiance au Dieu Odin, mon fils. Ne te désespère pas. » Le soleil tapait par des rayons assez inclinés, comme si nous étions à une latitude plus au sud, au lieu d'être dans une région très au nord. Il se balançait de ci, de là, son orbite n'était jamais visible, et il montait de plus en plus haut chaque jour. Fréquemment couvert de brume, alors semblait regarder toujours fixement au travers du clapet des nuages, comme un œil inquiet du destin, gardien de la mystérieuse contrée du Nord, et observait jalousement les frasques humaines. Loin sur nos droites, les rayons ornant les prismes d'iceberg étaient magnifiques. Leurs réflexions émettaient des flashs de grenats, de diamants, de saphirs, un panorama pyrotechnique de couleurs et de formes innombrables, tandis que ci-dessous, on pouvait voir la coloration verdâtre de la mer, et ci-dessous le ciel teinté de pourpre. Voici la fin de la première partie. On se retrouvera, donc je vais vous faire ceci en 4 parties, je pense, comme ça c'est pas trop long pour tout le monde, et je pense que c'est très bien, plutôt que de faire ça d'un bloc. Et j'espère que ce récit te passionne et t'intéresse tout autant que ceux qui l'ont vécu. Je vous dis à bientôt pour la partie 2, les amis.